Bonsoir. Parmi les nouveautés 2023, la fin d'une icône, le timbre rouge. La Poste passe à la dématérialisation du courrier et certains redoutent même la suppression de la sacro-sainte tournée quotidienne du facteur, ce que la direction de la Poste dément. Alors comment en est-on arrivé là? Risque-t-on la multiple fracture territoriale, sociale, numérique? Quelles conséquences pour nous usagers? On en débat ce soir dans le 18-30 et on débute avec vous, Karim Azaroual, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agent de production plateforme industrielle courrier. Vous êtes également le secrétaire général CGT FAPT de Haute-Garonne. Oui. Tout d'abord, cette suppression de la tournée quotidienne du facteur, fake news, comme le dit la direction de la Poste, ou réalité possible? On peut interpréter les deux, il me semble, mais il va y avoir de forts bousculements dans le travail du facteur de demain, mais aussi dans la vision de l'usager. Le facteur, déjà aujourd'hui, la plupart des usagers ne voient pas le même facteur passer tous les jours parce qu'il y a beaucoup de précarité et beaucoup de turnover dans les services. Mais là où on est très inquiet, c'est que avec le passage, la suppression du J+1, donc du timbre rouge, et le passage en J+3, donc avec une latitude beaucoup plus importante, on se pose des questions sur le passage du facteur tous les jours et surtout, est-ce qu'il s'arrêtera à la boîte aux lettres? Alors, un de vos collègues, dans les colonnes du journal Libération, disait « on est devenus des livreurs ». Est-ce que c'est aussi votre sentiment parfois? C'est un peu le sentiment parce que le facteur c'est un tout, ce n'est pas que la personne qui distribue le courrier ou le colis dans votre boîte aux lettres, c'est aussi la personne qui fait du lien social. Très souvent, le facteur dans les zones rurales, chez les personnes âgées, c'est la seule personne qu'une personne âgée peut voir dans son village. Souvent même, on a des exemples où des personnes âgées s'abonnent à des quotidiens pour pouvoir voir son facteur tous les jours. Donc le facteur n'est pas un livreur, mais il le devient de plus en plus par l'intensité du travail et les réorganisations à outrance que la Poste a pu mettre à côté depuis un certain nombre d'années. Merci d'ores et déjà pour ce premier point. Je vous propose d'aller rejoindre un de nos autres invités ce soir qui est avec nous. Raoul Raspaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Martory et vous êtes membre de l'association des maires ruraux. Alors je précise qu'on avait évidemment, bien entendu, invité la direction régionale de la Poste, mais elle n'a pas souhaité participer à ce débat. Raoul Raspaud, le service postal, de votre point de vue, est-ce qu'il reste encore accessible, notamment dans les communes comme la vôtre? Accessible, oui, mais par contre le service postal diminue, et diminue beaucoup. Karim a parlé de facteurs. Si vous voulez, moi je parlerai un peu plus de bureaux de poste sur nos communes rurales, nos bureaux de poste qui disparaissent de plus en plus. On nous parle de restructuration, on nous parle de réadaptation, ainsi de suite. Et en fait, tout ceci entraîne des bureaux de poste qui ferment, des petits bureaux qui ferment dans nos communes rurales. Et donc un accès moins facile. Voilà, avec des diminutions d'horaires, d'ouverture au public. C'est le cas pour ma commune, où on est passé de 33 heures à 25h50. C'est le cas dernièrement pour la commune de L'Isle-Odon, qui est plus importante que la mienne, où aussi ils sont passés de 32 heures à 25 heures, je crois. Donc le service est toujours là, mais il est moins présent, moins fréquent. Voilà. On l'a dit, c'est la révolution de cette année, Karim Azaroual, c'est la suppression du timbre rouge. Mais la direction rétorque, elle, finalement, le courrier à J+1 ne correspondrait qu'à 1,5% de la sacoche du facteur. Ça peut être une réalité, mais on peut l'interpréter aussi, on peut donner des arguments contre cet argument que la Poste donne. C'est que depuis un certain nombre d'années, les consignes qui sont données, par exemple, dans les bureaux de poste, ce n'est de vendre seulement du timbre vert. Et donc, forcément... lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, c'est la même chose pour le timbre rouge. Lorsqu'on dit de ne vendre que du timbre vert,
forcément le timbre rouge, il dégringole en termes de pourcentage. Alors quand on peut encore mettre un timbre, j'allais dire, sur la lettre, parce que quand on parle aujourd'hui dématérialisation du courrier, ça vous fait peur, Raoul Raspo, ça fait peur à vos concitoyens? Oui, je pense que oui. Je crois que la volonté de la Poste de passer au tout numérique est une erreur. Du moins pour le monde rural, je pense que ce n'est pas du tout adapté. Ce n'est pas du tout adapté. Il y a une peur de faire partie de ceux qui sont, entre guillemets, comme on dit, victimes de la fracture numérique? Oui. Il faut dire aussi que on a quand même une population qui est peut-être beaucoup plus âgée que dans l'urbain, c'est normal. Et cette population-là qui refuse ou qui n'utilise pas le numérique. Bien sûr. Donc ils sont vraiment lésés avec ces nouvelles directives. Alors quelques chiffres, c'est des chiffres qui indiquent la baisse du courrier. 18 milliards de lettres en 2008, 7 milliards et demi en 2020. Est-ce que ces chiffres ne vont pas dans le sens finalement de l'histoire que vit actuellement la Poste? Ça ne va pas dans le sens de l'histoire parce qu'aujourd'hui la Poste c'est un groupe, alors ce n'est plus l'administration PTT que l'on a connue, mais c'est un groupe avec de multiples filiales. Banque, assurance, livraison multiple. Mais aussi de livraison multiple, rien que sur de la livraison ou de la distribution, ce qui a vidé la sacoche du facteur également. Il y a DPD, Chronopost, Mediapost qui font de la livraison de colis et de publicité. Tout cela, si c'était réinternalisé dans la Poste maison mère, le nombre de plis remonterait. Le nombre de plis remonterait. Et puis il y a un deuxième avis aussi à donner, c'est que comment on communique par rapport aux data centers qui consomment beaucoup d'énergie par rapport à du papier qui en consomme beaucoup moins. Il y a des études par rapport à ça concernant la question écologique. Alors on va voir à quel point la Poste a évolué évidemment depuis des décennies. Régis Guillon, bonsoir. Bonsoir. La preuve avec ces images d'archives qu'on a retrouvées. Alors d'abord une anecdote, pas d'image, on est vers le XVe siècle et c'est en donnant des noms aux rues que le courrier s'est développé. Forcément le facteur savait chez qui porter la lettre et à l'origine c'est le destinataire du courrier qui devait payer l'acheminement et non l'expéditeur. En 1849, ça change, l'envoyeur devient le payeur avec l'apparition des premiers timbres poste en France. Et le timbre, c'est l'une des grandes innovations de la Poste française au XIXe siècle avec le développement des services financiers, du train postal ou de la lettre recommandée. Et souvenez-vous aussi des PTT, Poste, Télégraphe et Téléphone, l'ancêtre de la Poste et d'Orange. PTT, administration française créée en 1879, qui inaugurera en 1967 à Montpellier une ingénieuse trieuse à colis unique en France. Sur le tapis, la machine pousse les paquets sur un espèce de parquet d'ailleurs au bon endroit, avec, vous allez le voir, un espèce de machine à air, en tout cas une machine qui ne manque pas d'air. Regardez plutôt. La bande de travail transporte le paquet jusque devant un poussoir. Lorsque le paquet parvient devant ce poussoir, le poussoir se déclenche et transfère le paquet sur une bande principale. La bande principale transfère alors le paquet jusque devant une roulotte. Lorsque le paquet parvient devant la roulotte, un jet d'air comprimé se déclenche et le pousse jusque dans le sac où il sera enfermé et acheminé jusqu'à sa destination. Ouais, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais l'air comprimé parfois abîme un peu les colis. En tout cas, l'arrivée des machines à trier au milieu des années 60 concerne également forcément le courrier. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut que l'enveloppe soit bien remplie. Un numéro de département suivi d'un nom de commune dans le bon ordre, s'il vous plaît, nous explique les PTT. À partir d'aujourd'hui, l'administration des postes demande aux usagers, au moment où on rédige l'adresse d'un pli, que l'on indique d'abord le numéro du département, numéro que l'on connaît, qui se trouve sur les plaques minéralogiques des voitures qui circulent, 34 pour l'Hérault, 30 pour le Gard, etc. Ce numéro étant suivi par le nom de la localité de destination.
Bon, 2023, hein, la Poste poursuit sa révolution, mais le facteur qui passe chez vous tous les matins, eh bien, pourrait bientôt appartenir au passé. Le timbre rouge disparaît. Qui veut la peau du rouge? Est-ce la fin de la philatélie? Mais ceci est un autre débat, Patrick. Merci Régis. Alors, Patrick Chaise, sénateur Les Républicains, a eu cette phrase: on rêve d'un service public haut de gamme partout, mais il y a un devoir de bonne gestion des deniers publics. Est-ce que la Poste reste un service public, selon vous? Difficile. Normalement, oui. Bon, elle devrait. Elle devrait rester service public. J'espère que ça le restera. Du moins, nous ferons tout pour que ça reste service public. Oui. La Poste est bien évidemment un service public, sauf que les attaques au fil des ans ont fait qu'elle a détruit la Poste elle-même, et les politiques, les stratégies ont détruit ce qu'elle faisait d'elle un service public. Mais par contre, par rapport à la citation que vous venez de faire, la Poste, elle a généré en 2021 2 milliards d'euros de résultats nets. À côté de ça, elle est perfusée aux aides de l'État, qui sont quand même nos impôts, à hauteur de 1 milliard chaque année. Et donc, je pense que de l'argent, il y en a pour améliorer le service public et améliorer également les conditions de travail et les salaires des postiers. Donc, c'est un service public, mais tout dépend de la stratégie que l'on met à côté, que la Poste met à côté pour pouvoir améliorer ce service-là. Alors vous le disiez tout à l'heure, Raoul Rasto, on parle plus d'ailleurs de bureaux de poste, mais d'agences commerciales. Et souvent, les petites communes sont parfois elles-mêmes obligées de reprendre à leur compte le service de la Poste. Oui, il arrive dans l'ordre de fermeture des bureaux de poste. Donc la Poste propose aux communes de passer à une agence postale communale, ce qui veut dire que c'est géré par la commune, avec une participation certes de la Poste sur le salaire de la personne concernée, participation minime, mais en tous les cas, c'est un service qui disparaît, puisque même maintenant, sur les bureaux de poste qui ont réduit leurs horaires, on peut dire qu'il n'y a plus de conseillers financiers sur ces bureaux accueil, comme il y avait auparavant. Certes, ce sont des facteurs guichetiers, je n'ai rien contre eux, je pense qu'ils font très bien leur travail, c'est pas là le problème. Mais je crois que c'est pas leur boulot. J'espère qu'on les a bien formés. On n'a plus de conseillers financiers dans nos bureaux de poste. Voilà, c'est un service qui, petit à petit, disparaît. Est-ce que vous redoutez justement des suppressions d'emplois, Karim Azaroual, pour terminer? Bien évidemment, lorsqu'on annonce une latitude à J+3, la suppression du J+1, et également ça donne l'occasion à la Poste à ce que le facteur ne passe plus tous les jours et sur la même tournée au quotidien. Donc bien évidemment, on a peur sur ces suppressions d'emplois, mais je vais vous donner quelques chiffres. En 1986, il y avait 102 000 facteurs. Aujourd'hui, il y en a 65 000. Donc pour vous dire, des suppressions d'emplois, il y en a déjà eu, alors que le timbre rouge existait et qu'il y avait beaucoup de courriers encore, que la baisse, elle était, mais il y en avait beaucoup. Donc bien sûr qu'on redoute des suppressions d'emplois ou en tout cas des plans sociaux déguisés. Merci à vous deux de nous avoir livré vos sentiments, vos témoignages, vos expériences également de terrain. Merci. Mais chez nous ici, il y a aussi, en plus du J+1, l'horaire, et c'est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme tous les soirs, vous le savez, l'information de proximité se poursuit. Certains d'entre vous ont rendez-vous avec leurs éditions locales, les autres restent avec nous. Comme une lettre à la poste, cette expression signifie-t-elle encore quelque chose? On continue à en débattre avec vous, Sébastien Richet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'analyse stratégique à la Poste sur laquelle vous avez rédigé votre thèse, puisque vous êtes aussi historien. Alors, une de vos collègues historiennes, justement, Claire Mercier, évoque la Poste service public par excellence. Alors, est-ce toujours le cas, sachant qu'elle n'est plus véritablement financée par nos impôts et que l'Europe a imposé une dérégulation des services postaux?
Ben, vous avez répondu à la question dans votre à la réponse. Vous avez donné la réponse dans votre question, pardon. Bien évidemment, la Poste a changé de statut en 90, la loi du 2 juillet 90, à tort ou à raison, mais la volonté du politique, Michel Rocard à l'époque, était de déconcentrer les services de l'État et de préparer la Poste à la vision dominante européenne de dérégulation des entreprises de réseau. On en voit, la parenthèse est à faire aujourd'hui, certains dégâts. Donc depuis 30 ans, la Poste n'est plus un service public par excellence, comme l'école, la justice ou l'hôpital. En revanche, elle est une entreprise publique à qui la loi a conféré 4 missions de service public qui sont une traduction de services que la Poste rendait lorsqu'elle était une administration. Ça, c'est factuel et c'est la façon dont elle fonctionne en partie aujourd'hui, parce que ça n'a pas été dit par vos intervenants précédents, mais aujourd'hui, la Poste, c'est 80% de son chiffre d'affaires basé sur des services marchands, ouverts, concurrentiels, nationaux et internationaux. Oui, des activités qui étaient déjà concurrentielles sous l'ancien statut, bien évidemment, lorsque l'État donne à la Poste la collecte de l'épargne par le livret A ou crée les CCP à la fin de la Première Guerre mondiale, ce sont des prémices d'activité bancaire qui sont présentes ailleurs dans d'autres organisations. Aujourd'hui, quand on parle dématérialisation du courrier, est-ce qu'on franchit, j'allais dire, encore un cap, entre guillemets, historique dans le parcours de la Poste ? Non, le cap historique, il a été franchi dès le milieu des années 90, lorsque la Poste s'adresse aux grands émetteurs de courrier, c'est-à-dire l'État, les entreprises, l'État et ses services, et leur propose un service déjà de transfert de courrier, de fabrication de courrier à distance et de rematérialisation dans les circuits de distribution. Et puis il y avait déjà eu une réforme en 2011 qui est totalement oubliée de l'opinion publique et des personnes qui s'expriment sur la réforme, où il y avait déjà une application de ce modèle de dématérialisation au courrier individuel. Certes, n'a pas connu un grand succès, mais c'était déjà dans les tuyaux, et cette convergence technologique entre le meilleur de l'informatique devenue numérique et le papier, c'est quelque chose qui est présent depuis presque 30 ans maintenant dans cette entreprise. Qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette évolution ? C'est quoi, l'adaptation au monde moderne, de l'ubérisation, ou alors aussi une logique de profit qui était également celle de notre économie actuelle ? Ce qui se dégage, c'est que les citoyens que nous sommes devrions être contents que la Poste ne perde pas d'argent. Je rappelle qu'elle rend compte à la Caisse des dépôts et à l'État, et à une époque où beaucoup de domaines de l'État sont déficitaires. On voit la façon dont nos services publics traditionnels, l'école, l'hôpital ou la justice sont déficitaires et dans un mauvais état. On peut peut-être se poser la question de façon rétrospective sur cette loi de 90 qui était peut-être une bonne chose, de sortir la Poste du giron direct de l'État. Donc l'État gagne de l'argent, mais la Poste gagne de l'argent, lapsus révélateur, oui. Et cet argent il revient à l'État, c'est-à-dire à nous. Et est-ce qu'elle s'éloigne pas quand même un peu de nous, comme on le disait tout à l'heure, et de l'usager, notamment sur certains territoires ? Évidemment, et en partie, mais je rappelle que ce sont d'abord les Français qui s'éloignent de la Poste en s'en servant beaucoup moins, c'est-à-dire dans ses dimensions traditionnelles. En 1966, sur le total du courrier, seulement 30% de celui-ci était tenu par les correspondances interpersonnelles. Moins de 3% au début des années 2000. Et puis avec l'arrivée du numérique, les émetteurs de courrier, les grands émetteurs de courrier, l'État et ses services, mais aussi les grandes entreprises commerciales, ont abandonné la correspondance matérielle pour passer au digital. Donc c'est pas la Poste qui s'éloigne des Français, en tout cas sur son métier historique. Ce sont les Français, les usagers, les producteurs de courrier qui se sont éloignés d'elle par une rupture technologique. Pour le reste, la Poste essaye de faire au mieux, selon les tensions économiques, selon les volontés politiques. Le maire qui est intervenu auprès de vous tout à l'heure exprimait ses inquiétudes qui sont liées aussi à la définition du citoyen. Et je crois qu'une des questions d'avenir est peut-être pour la Poste, en tout cas dans sa partie service public qui reste, de redéfinir un contrat social, sociétal avec les citoyens français et la République. Merci Sébastien Richet, chargé d'analyse stratégique à la Poste et historien. Merci à l'ensemble de nos invités.
Demain, en pleine période de fronde contre la réforme des retraites, le 18-30 s'intéresse au dialogue social. Dialogue social ou dialogue de sourds, c'est le titre d'un livre écrit à deux, un patron et un syndicaliste. On les recevra ensemble et on débattra avec eux au regard de l'actualité. D'ici là, votre météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.